Malick Youm, je te remercie d'être aujourd'hui mon invité, parce que ça faisait longtemps déjà, je voulais que tu sois dans l'émission Woneko, qui est une des émissions phares de DSN TV, qui est la télévision de la diaspora et des Sénégalais de l'extérieur. C'est aussi un des vecteurs sur lesquels on veut s'appuyer pour apporter des résultats et surtout des solutions aux problèmes que nous rencontrons ici et un peu partout dans le monde. C'est vrai que Paris est un centre sur lequel la diaspora sénégalaise s'est toujours appuyée pour crier haut et fort ses préoccupations, et tu as été un des acteurs sur lesquels on peut aussi lire ce dévouement, parce que tu as été toujours proche des gens, tu as apporté beaucoup de luttes, des solutions, tu as aussi participé à pas mal d'événements qui t'ont forgé sur ton parcours, parce que Malick Youm, évidemment, tout le monde connaît un peu son parcours économique, en tant qu'étudiant en France, et qui a été après à Luxembourg, continuer son travail au sein de la communauté européenne. Mais en fait, qui est Malick Youm? J'allais demander, c'est qui on peut aujourd'hui dire que Malick Youm représente? C'est-à-dire que, en gros, qui tu es? Merci, merci Mike, merci de m'avoir fait le plaisir de m'inviter. Merci. De m'inviter chez moi. Oui, parce absolument. Que je crois que les Sénégalais commencent à découvrir ce que tu représentes. Merci. Au niveau de la diaspora, mais aussi au niveau du pays. Je crois que tu es rentré un peu dans un process qui fait que tu es devenu presque un patrimoine à la fois du Sénégal, de la diaspora et du monde négro-africain, à partir de tes activités de créateur, d'artiste, de styliste à travers le monde. Donc tu es un porte-drapeau et une des références inspirantes, en tout cas de la communauté sénégalaise et de la communauté africaine ici. Donc je suis chez moi, parce que tu nous appartiens. Et j'y suis avec beaucoup de fierté. Alors qui est Malick Youm? Malick Youm, c'est un Sénégalais. Hein? Un Sénégalais qui est né à Dakar, donc dans le plateau où j'ai grandi. Oui. J'ai fait mes études au lycée Van Vollenhoven, à l'école de la Libération. Oui, absolument. Hein? C'est ça. Puis au lycée Van Vollenhoven, un tout petit peu à l'université de Dakar. Après je suis venu en France, où j'ai poursuivi mes études. En quelle année? Je suis venu en France en 1984. 84. Donc ça fait quand même, oui, bon, ça fait quand même un bail. Un bail, mais... Voilà. Donc j'ai poursuivi mes études en économétrie, en économie mathématique. Donc à l'université Paris 10. J'ai fait aussi Subdeco Rouen, où j'ai fait un master spécialisé en technique quantitative appliquée au marketing. Et j'ai fait aussi une école d'ingénieur qui s'appelle le CESI, comme chef de projet ERP Business. Donc c'était un tout petit peu les domaines qui m'intéressaient le plus, donc l'essentiel de mon parcours au niveau professionnel. En très grande partie, ça a été au niveau d'Eurostat, l'Office statistique des communautés européennes, donc j'étais expert comme statisticien. Et puis l'autre grande partie que je suis en train d'achever, c'est dans une grande banque, HSBC, où je bosse depuis à peu près une dizaine d'années. Mais ça, c'est... oui, c'est la plus grande banque européenne et l'une des plus grandes banques au niveau mondial. Mondial, tout à fait. Donc ça, c'est le parcours à la fois académique et professionnel. Sinon, alors j'ai eu la chance d'avoir un père qui était inspecteur jeunesse-sport à l'époque, qui a été le directeur de la Maison des Jeunes et de la Culture de Dakar. Ah, qui était quand même... Voilà, la maison des Jeunes. Mais des jeunes voilà. Lequel? Celui qui est à côté de Hassan Diouf? Aujourd'hui, c'est la mosquée, la grande mosquée, a remplacé la Maison des Jeunes et de la Culture. Mais tu sais que cette maison-là, c'est à 2 pas de chez moi, à 1 minute à pied de chez moi, parce que moi j'habite à la rue 1, angle 6, je suis né là. Et c'est dans cette maison des jeunes. C'était un foyer culturel extraordinaire. Aujourd'hui, quand je vois par exemple des hommes comme Lamine Ndiaye, une des références du théâtre sénégalais, qui habite dans notre rue. Il y a été formé, il y avait à l'époque
tous les grands ballets de la Casamance. Absolument, qui jouaient là. Qui jouaient là-bas, les gens apprenaient du théâtre. Il y avait une très grande bibliothèque aussi, qui n'était pas accessible, parce que la bibliothèque du Centre culturel français, qui était vers la rue Blanchot, n'était pas accessible au grand quartier de la Médina, de la Gota Pexera. Et donc il y avait une très grande bibliothèque là-bas, donc mais tu es en train de me dire mes souvenirs d'enfance. Voilà, c'est là où nous Caravansérail, Maison des Jeunes. Absolument. Donc voilà, donc qui m'a embarqué très tôt dans toutes ces histoires d'engagement auprès des populations. Ah oui, c'est une très bonne source. Dans des mouvements de jeunesse. Il a été aussi directeur de la Croix-Rouge Jeunesse du Sénégal. Donc très jeune, j'étais responsable de camaraderie de la Croix-Rouge. Donc pendant les vacances... Des éclaireurs. Voilà, donc pendant les vacances, quand les gens allaient, je ne sais pas, en France ou ailleurs, donc nous on allait faire du reboisement. Dans une ville. Dans les camps de vacances, on faisait des colonies de vacances en tant que colon, puis après en tant que moniteur de collectivité éducative. Je crois que le premier feeling du dépassement de soi, je l'ai eu à partir de l'éducation que j'ai pu avoir à ce niveau-là. Après, en termes d'engagement, bon, comme tous les jeunes de mon âge, bon, très vite je me suis engagé en politique. J'ai été un militant extrêmement actif de l'UNAPES, l'Union nationale patriotique des étudiants sénégalais, qui était un syndicat maoïste. Donc le maoïsme, c'est vraiment là où je me suis formé en politique. Quand je suis arrivé en France en 1984, j'ai intégré en 1985 le mouvement des étudiants socialistes. J'étais à Paris 10. À Paris, voilà. Et donc j'étais responsable aussi du mouvement des étudiants socialistes à Paris pendant un certain nombre d'années. J'ai été aussi le premier responsable de Vision Socialiste, qui était la structure des cadres du Parti socialiste du Sénégal en France. Temps de Mitterrand. Puis chemin faisant, j'ai été exclu en même temps que Khalifa Ababacar Sall du Parti socialiste. Ah oui, donc voilà. C'était quoi? C'était dû à quoi? L'exclusion, ce sont les problèmes qu'il y a eu avec le Parti socialiste sous feu le camarade Ousmane Tanor Dieng, paix à son âme. Les divergences qui ont fait que du jour au lendemain, on a été tous exclus du Parti socialiste. Et nous avons continué quand même notre combat ici en France. Et actuellement, on a mis en place une structure qui s'appelle Plateforme Tahoe Sénégal à Khalifa Ababacar Sall France, dont je suis le responsable. On va revenir sur tout ça, parce que ce qui m'intéresse, c'est de mettre une lumière, c'est de vraiment faire un grand zoom sur toi, parce que je sais que les gens, eux, éventuellement, c'est faire comprendre aux gens, en fait, le personnage de Malick Youm. Surtout, ton parcours, tes visions, et puis surtout, ici à Paris, ce que tu as pu faire avant, comme ça, les gens vont avoir un côté intime du personnage de Malick Youm. Et c'est là où j'ai envie, en fait, de te demander, pas forcément dans le cadre privé, mais ton côté social. Est-ce qu'il y a eu des ouvertures que tu as eues avec des associations? Est-ce que tu as pu aider des gens qui ont été à la demande de ton personnage, enfin de quelqu'un qui, naturellement, en tant qu'activiste, a fait des actions, par exemple, au sein, ça peut être des foyers de l'époque de Sonacotra, ou vraiment, est-ce que tu as pu intervenir humanitairement sur des... C'est ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce personnage-là, que je sais qu'il est caché. Je sais que tu as eu l'occasion d'apporter des soutiens, des aides, des interventions. Est-ce qu'il y en a certains sur lesquels je peux m'appuyer pour faire connaître vos... Oui, bon, mon parcours n'a rien d'exceptionnel. C'est un parcours banal d'un Sénégalais, banal. Peut-être pour toi, mais voilà, pas pour les autres. Attention, parce que le personnage Malick Youm est quand même référencé, et surtout, on s'est renseigné, on sait que tu fais beaucoup de choses. Et je sais qu'humblement et d'une manière... et une humilité, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous avez pu faire alors? Donc c'est quoi? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Il est très difficile de manière nominative
de dire ce qu'on peut faire sur le plan social. En tout cas, j'ai toujours été engagé politiquement, j'ai été toujours engagé au niveau social aussi. Dans ce qui m'a forgé aussi, il y a un parcours culturel, oui. Où j'ai été dans des associations religieuses, confrériques. Il m'est arrivé d'avoir été responsable d'une structure qui coiffait plusieurs daïras. Donc vous voyez, donc tout ça c'est... Mais c'est important, non mais c'est pas banal. Du taoïsme où on était athée jusqu'à un parcours où voilà, on est responsable de daïra, donc on passe aussi d'un syndicat à une organisation politique. Voilà, ben, je crois que c'est le... J'ai en fait j'ai une curiosité de l'autre. C'est ça qui m'intéresse. C'est ce côté-là que j'ai toujours senti en toi. C'est-à-dire que Mal-Guillaume est au service de l'humain. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai commencé en te parlant de cette vision-là, parce que je sais qu'est-ce que vous représentez au sein de Taxawu Sénégal et cette forme de maître de cérémonie, de comment vous arrivez à articuler et d'harmoniser les gens tout autour de ce projet. J'ai trouvé qu'il était utile que les gens sachent d'où venait cette motivation. Et c'est ça. Donc en fait, vous êtes en fait l'homme orchestre qui a pu harmoniser, j'allais dire, créer cette machine, vous cherchez des pièces détachées par-ci par-là pour créer la vraie machine en fait. En fait, je pense qu'on est tous le fait de notre histoire, on est le fait de plusieurs choses. Oui. Donc il est très 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 difficile de se définir. On ne sait pas la part de chaque... de ce qui nous structure. Mais en tout cas, de manière générale, l'autre, mon prochain, a une importance essentielle pour moi. Comme je dis, j'ai une curiosité de l'autre. Je me vis aussi à travers les gens de ma société. Je suis sénégalais, très 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 fier, très 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 fier d'être sénégalais, même s'il m'arrive, comme beaucoup de Sénégalais aujourd'hui, de raser les murs, parce que dans la conscience collective, dans la conscience collective des Africains, le Sénégal a toujours été un pays de référence en termes de démocratie, de liberté d'expression, d'effervescence intellectuelle. Aujourd'hui, bon, cette exemplarité n'existe plus. C'est un mythe, mais c'est aussi notre responsabilité de revivifier et de rendre réel cette histoire qui est nôtre. Oui, de redynamiser, de dépoussiérer des choses qui ont été un peu saccagées. Il faut faire bouger les lignes. Moi, mon sentiment, c'est qu'on est arrivé à un stade où il faut renverser la table. Il faut renverser la table pour remettre les choses en ordre. Ce qui se passe dans notre pays n'est ni imaginable ni acceptable. Alors, la diaspora, son rôle, c'est de quoi? C'est de rallier, c'est de créer les passerelles, c'est quoi, Mal-Guillaume, la diaspora pour vous, pour justement renverser cette vapeur, c'est apporter des nouvelles solutions, mais sur quoi on peut se référencer sur... Alors, ça doit venir d'où? Oui, la diaspora, elle est complexe. Parce que... La diaspora est complexe. Parce que justement, les pièces détachées sont là. Bien sûr. On peut créer une belle grande machine utile pour le Sénégal et pour l'Afrique. Mais comment on peut faire? C'est notre responsabilité historique. On attend quoi sur les quais? Tu as vu? Oui. On attend quoi sur les quais pour arriver à y aller? Je dis très souvent que le Sénégal, géographiquement, est un petit pays. En réalité, géographiquement, c'est un très grand pays parce que nous sommes partout dans le monde. Et chaque Sénégalais représente en lui un bout de ce territoire complémentaire. Absolument. Et on porte tous des projets. 99% des Sénégalais ont un projet pour le Sénégal. Mais parce que l'exodus... En tout cas au niveau de la diaspora. Parce que l'exodus est non seulement possible, vital, mais nous n'avons pas le choix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Sénégalais qui vivent, que ce soit en France, en Belgique, au Luxembourg, aux États-Unis, en Allemagne, en Côte d'Ivoire, au Malaysia, rêvent tous de retourner au pays pour redonner à ce pays
plutôt rendre à ce pays tout ce que nous lui devons. Nous sommes des ambassadeurs de ce petit pays-là. Un pays extrêmement, comme je dis, nous ne sommes pas très nombreux, mais qui a une histoire extrêmement riche, riche d'intelligence, riche de culture, riche à tout point de vue. Et il nous faudra aujourd'hui revenir, en tout cas, au niveau de cette patrie mère et lui redonner tout ce qu'on a pu, en tout cas, puiser de positif à l'extérieur. Et je pense que quand les gens ont commencé à amorcer, en tout cas, cette dynamique-là, il y aura du tigre dans le moteur sénégalais. Et le pays va bouger. Il faut que ça bouge. C'est ma certitude. Non, il faut que ça bouge, parce qu'on n'a plus le choix, parce que pour que vraiment, j'allais dire, on retrouve cette dynamique d'antan, et puis surtout l'Afrique est au centre de toutes les préoccupations. On ne peut pas avoir un continent si riche, si dynamique, avec une jeunesse vraiment naturellement qui est là, qui est demandeur de pouvoir lui rendre ce qu'il lui faut, et qu'on soit passif à être là, à attendre que les autres fassent pour nous, ou à venir, je ne dis pas quémander, mais presque, des sous ou des trucs comme ça qui font que c'est une forme d'humiliation du continent, alors qu'on a presque des ingénieurs, des chercheurs, des actifs, dans tous les sens, dans tous les domaines, tu venais de le dire, mais comment on doit faire pour que ça nous soit utile et que, naturellement, qu'on y aille et qu'on n'attend plus sur les quais que les autres nous disent c'est l'heure d'y aller ou machin truc. Comment on doit apporter des solutions? Quels sont les mécanismes, Malick Diom? Est-ce qu'il y a des mécanismes sur lesquels on peut s'appuyer pour montrer l'exemple, en tout cas au niveau de Paris, parce que Paris, naturellement, c'est la capitale de l'Afrique. Il y a toutes les nationalités africaines qui sont ici. Donc, on y retrouve naturellement des pièces détachées sur lesquelles on peut s'appuyer pour développer notre continent. Comme à New York, et comme à Londres, et j'en passe. Mais c'est que Paris est important, parce que ici, c'est une base arrière sur laquelle les chefs d'État africains sont venus ici, encore une fois de plus, présenter leur, j'allais dire, soi-disant projet. Parce qu'on en est là. C'est la énième réunion de chefs d'État ici pour demander de lever des fonds pour soutenir nos économies. Quels sont les appuis sur lesquels la diaspora africaine, qu'on ne peut plus négliger, on envoie des milliards sur le continent, mais on ne peut pas être mis de côté. Quels sont les outils sur lesquels on peut s'appuyer, toi, en tant qu'économiste, Malick Diom? Non, moi je crois que c'est simple. Il faut que nous partions à partir d'un concept extrêmement important qui est l'afro-responsabilité. Toutes ces histoires-là de lutte anti-impérialisme, moi je ne crois pas à l'impérialisme. Non, mais ça c'est bon. Je ne crois pas à l'impérialisme, non pas parce que l'impérialisme n'existe pas, mais c'est parce qu'on lui favorise le terrain. Oui. C'est parce qu'on lui favorise le terrain. Non, mais je suis d'accord. Il faut que les gens qui prennent la responsabilité de demander le suffrage à un moment de leurs donné, compatriotes. Il faut y aller et activer les choses, quoi. Absolument. Donc ceux qui demandent aujourd'hui le suffrage du peuple pour diriger, ils sont responsables en totalité de tout ce qui se passe dans leur pays. On ne peut plus maintenant accepter qu'il y ait des gens qui soient là, qui prennent des responsabilités à nos places et qui le prennent mal. Mais c'est ça. Donc après, bon, on a beau alors crier des slogans. On est fatigué de ça. France dehors, etc. La responsabilité première repose sur les épaules des gens qui dirigent nos pays. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle du rafistolage. Par rapport à la diaspora pèse aujourd'hui énormément. Si la diaspora arrêtait d'envoyer de l'argent dans un pays comme le Sénégal, il y aurait une révolte sociale. Alors comment on peut faire donc notre fameuse banque de la diaspora? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour voir le chemin à prendre? Moi, je crois que ce qu'il faut faire déjà, c'est favoriser... je ne dis pas créer des mécanismes pour aider les gens à rentrer au pays. Il faudra favoriser déjà la capacité d'initiative de la diaspora, mais aussi créer les conditions nécessaires pour que les gens qui reviennent ou qui ont des projets, qu'ils puissent
bénéficier d'un certain nombre, en tout cas, de dispositifs d'accompagnement oui. Pour pouvoir réaliser ces différents projets-là. Bon, ils ont fait un guichet unique, mais quand on y va, on s'y perd. Au Sénégal, enfin, je prends l'exemple du Sénégal, mais dans chaque pays d'Afrique, tu prends le Mali, tu prends la Côte d'Ivoire, le Cameroun, certainement, ils ont fait des mécanismes dans la même... Mais pour ne citer que ces pays-là. Mais le cas du Sénégal, il y a quand même le guichet unique. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut faire pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus utilement? La première révolution, économique à faire dans nos pays, c'est une révolution d'ordre institutionnel. Ça veut dire quoi? Il faut investir dans le droit. Je ne dis pas former des juristes, mais faire en sorte que nos pays soient des pays de droit. C'est quand un investisseur met son argent quelque part, c'est que d'abord, il va être sûr qu'en cas de litige ou de conflit, que le droit va être dit au niveau des tribunaux. À partir du moment où nos pays ne sont pas des pays où en tout cas la justice dit le droit dans les conflits de manière générale, ceux qui investissent chez nous, ce ne sont pas des investisseurs, ce sont bon, je ne les appellerai pas des prédateurs, mais c'est des gens qui viennent mettre de l'argent pour récolter les fruits tout de suite. Voilà. Donc nous avons aujourd'hui besoin de l'expertise de la diaspora. Nous avons besoin de leur capacité d'initiative, mais nous avons besoin aussi d'avoir des structures bancaires. La banque de la diaspora, alors je ne sais pas ce que ça signifie réellement, mais en tout cas, s'il y a des gens au niveau de la diaspora qui ont un projet de mettre en place une banque, why not? Mais il faudrait avoir un système financier qui permette aux gens d'avoir accès facilement au crédit. Or, quand tu regardes aujourd'hui les banques sénégalaises, si tu as un projet, ce qui te demande comme garantie, ben, en fait, si tu réunis toutes ces garanties-là, tu n'as pas besoin de crédit.